Monsieur Chenofi, Adel Djebbar, votre avis sur la même question? Bon, mon avis sur la question, je n'ai jamais considéré la diplomatie comme l'avant-goût de la guerre. Donc, je ne considère pas qu'il y a une défaite ou une victoire de part ou d'autre. Il y a des échecs diplomatiques, il y a des succès diplomatiques. Donc, pour moi, le succès diplomatique marocain a eu pour effet de préciser les termes de l'échange, le blocage qui existe depuis 50 ans, depuis 1975, et aujourd'hui, on est sorti avec une résolution qui est claire, qui ne souffre absolument d'aucune ambiguïté. Ils disent si la seule solution qui prévaut est celle qui a été présentée par le Maroc. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons négocier. Qu'y a-t-il à négocier? D'autant plus qu'aujourd'hui, il apparaît clairement que les deux seuls belligérants dans cette affaire-là, c'est le Polisario et le Maroc, ce qui exclut totalement l'Algérie de ce conflit-là. Et l'Algérie a pris ces derniers temps de rappeler qu'elle n'était pas partie prenante au conflit, qu'elle n'était pas là pour... Monsieur Djebbar pas ouverte à d'autres solutions. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution qui est préconisée par ce texte-là, par cette résolution, ça, il faut que toutes les négociations se fassent à l'intérieur de la proposition du Maroc. C'est clair. C'est aussi clair et d'autant plus clair qu'aujourd'hui, l'Algérie est exclue du débat en tant que co-belligérant. Les deux seuls belligérants ou les deux seules parties en présence sont le Polisario et le Maroc. C'est clair. Donc c'est à ces deux belligérants-là d'entamer des négociations. Vont-elles durer 6 mois, une année ou un autre 50 ans? Franchement, personne ne saura le dire. Mais honnêtement, moi, si je sors de ce juridisme de l'ONU, de ces résolutions-là, moi j'ai une autre lecture. Notre ami parlait du peuple sahraoui. Va-t-il résister? Va-t-il continuer la guerre? La guerre n'existe plus depuis. Ils sont en cessez-le-feu depuis 1991. Les armes se sont tues. Le cessez-le-feu a été rompu en 2020 quand même. Oui, mais je vous dis, 91, on a en principe arrêté les hostilités. Les gens du Polisario qui sont assis à Tindouf ne font plus de guerre. On a une énorme partie du Sahara occidental qui est occupée par le Maroc, qui est sous souveraineté marocaine, qu'on le veuille ou non, et l'autre grande partie qui est restée en l'état, elle est sous la responsabilité du Polisario, sans pour autant que ce Polisario occupe le terrain de ce qu'il appelle les territoires libérés. Le Polisario est à Tindouf, les camps des réfugiés sont à Tindouf, l'intérieur du Sahara, du côté de Bebs. Moi, je vous en parle parce que je connais parfaitement cette région. Moi, j'ai été un des acteurs de 75. Je connais la genèse de ce conflit-là, comment il a été mené, comment on l'a trituré, et comment on a fait en sorte qu'aujourd'hui, ce conflit-là est l'un des plus vieux au monde. Ça fait 50 ans que nous sommes en train de patauger dans la même situation et il n'y a pas un éclairci, un bout d'espoir qui nous fera arriver à une paix juste. Pour les Marocains, la paix la plus juste, c'est ils se sont accaparés une proie, puis ils ont fait ce qu'ils ont fait. Les Algériens ont toujours suivi l'ombre à travers le Polisario. Le Polisario, malheureusement, n'est pas unanime au niveau des populations sahraouies. Parce que je vous annonce ou je vous fais savoir que 70 à 80% des populations du Sahara occidental sont à l'intérieur du Sahara. Ils sont à Boukra, ils sont à Smara, ils sont à Tifariti, ils sont à Laayoune, ils sont à Dakhla. Ils sont à l'intérieur des territoires et ils se considèrent comme des citoyens marocains. Une précision, je ne défends pas le Maroc. Moi, je suis l'un de ceux qui ont été élevés. Ma génération, du moins, a été élevée avec des principes de gauche, de décolonisation, d'autonomie des peuples, et puis de traîner le bassin des peuples. Donc j'ai été élevé comme ça, je ne change pas, mais je veux être réaliste. Aujourd'hui, ce conflit-là, qui a pris des rides après 50 ans de blocage, doit enfin trouver ou aboutir à des solutions qui agréent tout le monde.
On ne veut pas rester comme ça, je ne veux pas revenir à l'histoire, à la genèse et au péché originel. Ça fait 50 ans que ça dure, ça fait 50 ans que les gens sont en train de souffrir. Pendant 50 ans, il n'y a eu absolument aucun développement à Tindouf. Les Sahraouis qui sont là depuis 1975, beaucoup d'entre eux sont morts, il y a une nouvelle génération qui est venue. Ils n'ont pas un hôpital, ils n'ont pas une clinique, ils n'ont pas d'école. Ils sont encore dans des gourbies, dans des maisons de fortune, dans des tentes. Jusqu'à quand? Il faut bien qu'on avance, qu'on fasse un pas. Mais justement, est-ce que la solution du référendum n'est pas la plus juste, c'est-à-dire de leur permettre de choisir et peut-être qu'ils choisiront justement la réintégration, non? Mais le Maroc, me semble-t-il, est en train de proposer un référendum depuis 2007 au moins. Non, pas un référendum, un plan d'autonomie. Oui, un référendum, une autonomie. Moi, je vis à Québec. C'est une province qui est autonome, elle est dans un cadre fédéral, nous ne le sentons pas colonisé. Pour avancer dans ce problème inextricable, je vous expliquerai après les dessous de ça, comment on en est arrivé là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu une volonté réelle de vouloir faire la paix dans cette région-là. On a exploité la question de la décolonisation, comment on appelle ça, l'autodétermination. L'autodétermination des peuples, pour s'engouffrer et compliquer encore davantage cette question-là. Si je vous donnerai, parce que moi je suis là en tant qu'acteur et témoin de 1975, et si je parle, je ne vais pas parler à partir de la boîte, donc du box, où on a fabriqué un récit, puis on est sorti avec un narratif. Moi, je réfléchis, j'agis, je parle, et je révèle des choses out of the box. Et si je vous dis ce qui s'est exactement passé sur le terrain, vous allez perdre vos cheveux. Il y a beaucoup de manipulation de la part de l'Algérie dans cette question-là, et j'étais présent et témoin pour le dire, et c'est ce qui a fait qu'on a compliqué la résolution de ce conflit-là. Alors qu'en 1972, les relations étaient relativement bonnes avec les Marocains. On avait créé une société d'économie avec un capital de 100 millions de dollars pour l'exploitation des mines de Garage-Villette. Donc il y avait un projet de coopération régionale entre la Mauritanie qui a Zouérat, l'Algérie qui a Garage-Villette et le Maroc qui nous voyait encore sur le Sahara occidental de l'époque. Et donc il y avait des choses qui étaient en train de se préparer dans un cadre économique, pas dans un cadre de confrontation militaire. Et puis ça a dérapé. Ça a dérapé, pourquoi? Parce que les Algériens, contrairement à ce qu'on pense, ils ont agi sous faux drapeau pour compliquer encore davantage cette situation qui dure depuis 50 ans. Et quand vous interrogez les officiels algériens, ils vous disent « nous n'avons rien à voir avec ce problème », alors qu'ils sont à l'origine de ce problème, de sa complication. C'est eux qui ont créé ces problèmes-là. C'est eux qui ont toujours tourné le dos à des négociations. Il y a eu des mains tendues. Je ne défends encore pas une fois le Maroc, et je renvoie dos à dos les deux régimes. Les deux régimes, je les renvoie dos à dos. Mais je vous dis, honnêtement, ce sont les militaires algériens qui se sont opposés à toute forme de négociation. Si je vous révélais aujourd'hui dans ce live-là que les populations sahraouies, moi j'étais à Tindouf en août 1975, j'avais débarqué là-bas et je ne suis reparti de Tindouf qu'en juin 1976, après avoir crapahuté au Sahara occidental pendant 3 mois. D'où sont-ils venus ces gens? Moi, quand j'étais à Tindouf, il y avait des tribus algériennes. Au Salema, si elles étaient mauritaniennes ou sahraouis ou algériennes, etc. Il y a le Guibet. Ils se ressemblent tous. Ils ont pour doctrine la mobilité et la transhumance. Si vous êtes en Mauritanie, à Ouadhibou, vous n'allez pas distinguer un Guibet ou un c'est la même population. Je vous apprends aussi qu'en 1975, avant la mort de Franco, le 15 octobre 1975,
Qu'est-ce qu'il y avait au Sahara occidental? Il y avait une garnison espagnole. Quand nous étions, nous, rentrés dans le territoire du Sahara occidental, du côté est, à Mehbes, il n'y avait aucun soldat espagnol. Et les Sahraouis transhumaient, ils venaient, ils repartaient, ils venaient au Mougar à l'époque, acheter des marchandises et repartaient. Donc, les Sahraouis, qui étaient à Tifaliti, à Smara, à Amgala, à Bir-Lehlou, comment ont-ils débarqué à Tindouf? Comment sont-ils venus? Ce sont les soldats algériens, c'est l'armée algérienne qui les a amenés. Et ils les ont gardés, ils ont séquestrés, ça fait 50 ans. Pour moi, c'est des otages. Et il y a 2-3 jours, il y a des vidéos qui circulent sur YouTube où les Sahraouis, où les populations séquestrées voulaient repartir chez eux, dans leur pays. Ils considèrent que leur pays, c'est le Sahara. Maintenant, qui va les gérer, qui va les comment, ils s'en foutent royalement. Ils veulent avoir une autonomie et vivre tranquillement comme tout le monde. Moi, je ne veux pas encore être bloqué en conduisant une voiture et regarder le rétroviseur. Je conduis, je veux voir devant. Les gens en ont marre. Il faudrait que ce conflit cesse. Il faudrait qu'on crée les conditions pour que ces gens puissent retourner chez eux, vivre librement, tranquillement, élever leurs enfants dans la dignité et dans l'aisance, et c'est tout. Je ne me tiens pas aux déclarations de bureaucrates ici à l'ONU, qui ne connaissent pas le terrain, qui ne connaissent pas ces populations, et qui sont là en train de faire du juridisme. Bon, je m'en fous des résolutions de l'ONU. De toute façon, l'ONU ne représente plus rien aujourd'hui. Elle n'a absolument aucun pouvoir depuis l'arrivée de Trump. C'est la force qui prévaut sur le droit. Le droit est enterré définitivement. Donc, cessons de vouloir cautionner des va-t-en-guerre, des extrémistes des deux bords au niveau de cette région-là, et sortons avec des solutions pragmatiques, intelligentes, qui offrent de l'espoir à ces populations-là. Jusqu'à quand ça va durer? Ça fait 50 ans. Attends, avancer d'Iota? Non, rien. Ça ne fait que compliquer l'existence. Et ça fait 50 ans que l'Algérie dit officiellement, je ne suis pas concerné. L'Algérie est à l'origine de ce problème. Moi-même, j'ai été dans l'armée en 75. J'étais appelé chez un sous-lieutenant et on m'a mis une gandoule, un chef, et on m'a donné un médaillon. Je suis rentré crapahuté au Sahara occidental. Monsieur Adel Djibar, je vous remercie. Juste pour donner un temps de parole équitable, on va essayer d'écouter Monsieur Adel Abdelzar s'il nous entend. Et ensuite, je sais, Monsieur Chenoufi, je sais que vous avez envie de réagir. Je reviens vers vous rapidement. Profit d'un équilibre de puissance. On constate que le sort des Sahraouis, finalement, se joue dans cet échange de bons procédés, reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental contre normalisation avec Israël. Peut-on encore parler de neutralité de l'ONU et du droit international? Je reviens vers vous, Adel Djibar. Non, parler de neutralité de l'ONU, l'ONU n'existe pas. L'ONU obéit à 5 superpuissances qui font d'elle ce qu'ils veulent. Il suffit que quelqu'un dise veto pour que rien ne passe. Moi, ma vision des choses aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de 75 ou 80 ou 90. Je suis de ceux qui préconisent non pas la dissolution de l'ONU, mais de la création d'une ONU bis, qui va regrouper l'ensemble des pays qui ne sont pas aujourd'hui considérés comme des pays et comme des peuples, qui peuvent s'autodéterminer en dehors du diktat des superpuissances. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, donner de l'épaisseur à l'ONU, nous savons tous que toutes les résolutions de l'ONU ne représentent et ne pèsent strictement rien devant le veto américain. Rien. On parle de résolutions depuis tout à l'heure, soit Israël, il y a eu 68 résolutions contre elle. Aucune n'a fait l'objet d'une application. Il y a eu 67 ou 68 fois le veto américain pour punir. Nous sommes en train d'assister à un génocide, à grand ciel ouvert, devant tout le monde, en live. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de vouloir encore incriminer la victime de l'apartheid, la victime de l'épuration ethnique,
pour le transformer en bourreau. Le bourreau joue à la victime aujourd'hui. Donc, pour moi, les résolutions de cette institution-là ne représentent strictement rien. Moi, je fais beaucoup plus confiance à l'intelligence des peuples, à l'intelligence des dirigeants des régions pour pouvoir avancer, pour trouver des solutions qui sied à l'ensemble de la sous-région. La question que je pose aujourd'hui, pourquoi l'Algérie, qui semble accepter le diktat de Trump, a mis 50 ans pour ne pas trouver de solution? Pourquoi nous n'avons pas trouvé de solution et nous avons attendu pendant 50 ans pour que cette solution nous soit imposée par quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous et avec la région? C'est la question que je pose. C'est un manque de responsabilité de la part des dirigeants de cette région. Et donc moi je veux sortir de cette relation très toxique où on n'avance pas, on patauge dans la boue, et je veux lancer des projections pour dire que peut-on faire demain pour que les peuples de la région vivent tranquillement, s'épanouissent, connaissent le développement économique, connaissent l'effort, pour que les enfants puissent grandir dans des environnements tout à fait sains, manger à leur faim, se soigner convenablement et vivre comme les enfants des autres pays. Pourquoi restons bloqués dans des histoires de qui est venu le premier, la poule ou l'œuf? Moi, j'ai dépassé, je vous dis, ce type de conception, parce que ça ne va pas résoudre les problèmes qui nous attendent, ça va les compliquer. Les solutions existent s'il y a de la volonté politique de la part de tous les acteurs de la région, y compris le Polisario. Parce qu'aujourd'hui, on dit le Polisario représente, il représentait, oui, et il y a eu des défections. 70% de la population sahraoui vit confortablement. Moi, je suis parti au Sahara occidental il y a quelques années. Et ça n'a rien à voir avec Ouargla, qui est la capitale du pétrole algérien. Après, il y a des rapports quand même d'organismes comme Human Rights Watch et Amnesty International qui dénoncent les exactions, qui dénoncent les arrestations arbitraires, qui dénoncent les conditions d'inégalité de la population sahraoui. C'est quelque chose qui est quand même documenté par des organisations. Je n'en disconviens pas, moi je n'étais pas sur place là-bas, donc je ne peux pas me prononcer. Je ne me prononce que quand j'ai des éléments concrets en main. Les dépassements, les atteintes aux droits de l'homme, je n'ai pas besoin d'aller au Sahara occidental ou au Maroc, je reste chez moi en Algérie. En Algérie, nous sommes les champions. Et tout est parfaitement clair. Le 30 septembre, ils vont juger une dizaine de prisonniers politiques sous l'article 77 du Code pénal et qui risquent la perpétuité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les politiques du pays. Donc moi, je ne veux pas aborder ce sujet-là. Je vous dis, les polémiques ne m'intéressent plus. Ça fait 50 ans que ça dure, ça suffit. Il faudrait qu'on puisse trouver des solutions intelligentes pour permettre au pays, au peuple de cette région du monde de vivre tranquillement et d'avoir de l'espoir en l'avenir, de développer ces pays-là. Il y a des potentiels énormes. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans cette région, je connais parfaitement la Mauritanie, le Maroc, le Sahara, l'Algérie, etc. Il y a un potentiel économique terrible. Mettons en face sur ce potentiel économique au lieu de continuer à renchérir et puis à mettre du feu dans le bois pour allumer encore le brasier des incompréhensions. Moi, honnêtement, je n'adhère plus à ce type comment dirais-je, de rhétorique, et ce type comment dirais-je, d'approche. Je veux qu'il y ait des solutions. Je veux qu'il y ait des solutions. Les solutions sont possibles. Le Sahara occidental, le Polisario ou les Guibat ou les Sahraouis qui vivent à Tindouf, ils sont combien? 100 000, 200 000, 500 000? 180 000. Est-ce que nous allons bloquer le futur d'une région de 100 millions d'habitants pour un principe de décolonisation qui a été instrumentalisé pour devenir une polémique mortelle, toxique et empoisonnée entre deux pays? Est-ce qu'on doit dire la même chose du peuple palestinien? Non, c'est deux affaires complètement différentes. Deux affaires qui sont complètement différentes. Ça n'a strictement rien à voir.
Israël, c'est le porte-avions de l'Occident. Il a été créé par l'Occident pour pouvoir garantir ses intérêts là-bas. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas du Sahara occidental et des Sahraouis. La question que je pose aux Algériens aujourd'hui, nous avions eu une guerre avec les Marocains en 63. Moi, La j'étais guerre jeune, des j'avais sables. 13 ans, je venais de rentrer au lycée. Il y a eu une guerre, il y avait eu une agression. Ben Bella est sorti. Je me rappelle comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'était passé et quelle était la situation politique de l'Algérie? Dans cette Algérie de 63, il y avait des maquis armés en Kabylie. Aït Ahmed, Mohamed El Haj, le colonel Sadr, et ils ont pris les armes contre le régime de Boumediene à l'époque et de Mbella. Qu'est-ce qui s'était passé quand il y a eu cet appel? Les Algériens ont baissé les armes, ils ont pris des avions, des camions, ils sont partis à Tindouf pour défendre l'Algérie. Pourquoi depuis 1975, il n'y a pas eu une manifestation de soutien du Polisario en Algérie? Pourquoi les Algériens ne se sentent pas du tout concernés par la question? Parce qu'ils savent qu'il y a en anguille sous roche, il y a une instrumentalisation, il y a du bobo. Donc il faut que ça cesse. Il ne faut pas qu'on puisse nous enrober nos dirigeants de choses. C'est des humains comme nous, ils ont leurs calculs politiques, ils ont leur cynisme. Bien sûr, et on